Salut à tous, c'est DJ Charlie sur Mega FM Guadeloupe, la fréquence du Nord 88.9. Restez à l'écoute. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour, on va dire, des amoureux, mais personnellement, j'ai plutôt envie de le vivre pour une journée de la femme, de l'homme, des enfants. Moi, je réunis tout ça dans ce jour de la Saint-Valentin. Eh bien, aujourd'hui, mon invitée est une invitée de marque pour moi. Je suis très heureuse. Marie-Jeanne Quinol, qui est avec nous. Alors, je vais te dire déjà quelque chose. Je dis toujours tu à mes invités, mais si tu veux, on peut passer au vous. Je le dis en public. Non, alors bonjour à tous, bonjour en soi à toute la Guadeloupe. Et ça ne me dérange pas du tout qu'on se dise tu. Au contraire, ça me met encore plus à l'aise et voilà, quoi, ça me détend. Eh bien, merci. Un petit coup de musique, le temps qu'on se prépare. Et à tout à l'heure, tout de suite. À sa fréquence Mega FM 88.9. 88.9. Voilà, nous revoilà. Donc, il nous fallait un petit moment de concentration parce qu'aujourd'hui, c'est un... Oui, j'ai un régisseur qui est très strict, c'est Ronnie qui est avec nous à la régie aujourd'hui, c'est pas Alex. C'est un sujet qui est très tabou et notre invité est justement la spécialiste, un expert de ce genre de société qui est de plus en plus exprimée ces jours-ci, même à l'Assemblée nationale. Marie-Jeanne Quinol, vas-y, présente-toi. Alors bonjour, rebonjour, je suis donc Marie-Jeanne Quinol, je suis une maman, maman de 3 jeunes adultes et je suis la présidente d'une association nommée Association de médiation et d'accompagnement familial, dont le sigle c'est AMAF. C'est plus facile à retenir. Il faut faire attention de ne pas confondre avec la MAF. Mais c'est celle qu'on préfère quand même. Voyez bien.
Donc, la MAF, c'est une association qui a été créée en 2010, à la fin de notre cursus, ayant eu notre diplôme de médiation familiale, hein, le DEMF. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer une association pour le Sud-Nord Grande Terre? Et donc, c'est à partir de là que 5 fraîchement diplômés, nous avons créé cette association, puisque nous résidions toutes les 5 dans le Sud ou Nord Grande Terre. Tout à fait. Ouais, Voilà. bien. Ouais, elle est à Meaux, alors. Alors, le siège social se trouve à Sainte-Anne. D'ailleurs, c'est à Sainte-Anne qu'ont débuté nos activités. Et puis, chemin faisant, il n'est pas toujours évident, et ça c'est important à le souligner, pour les associations, d'avoir un local, et quand on l'a, parfois, c'est onéreux pour une petite association. Donc, au bout de quelques années, nous avons dû quitter le local, et grâce à un partenariat avec un bailleur social, nous avons pu emménager depuis 1 an au Moule, dans une résidence où nous rendons, j'ai envie de dire, service aux bailleurs en faisant des médiations pour les locataires entre eux quand ils ont un petit conflit, ou même avec la SIG. Donc, mais nous continuons à faire toutes nos activités par ailleurs. D'accord. Donc, Marie-Jeanne, tu es donc médiatrice familiale. Tout à fait. C'est pas pareil que social. Non. Alors, c'est un sujet aujourd'hui, je pense que tu vas revenir, parce qu'il y en a tellement des choses à dire. Aujourd'hui, on a pris le thème de la pédophilie, pédocriminalité, violence, on n'aura pas le temps de parler de tout ça, inceste, abus sexuels et harcèlement. Alors, je sais pas, médiatrice familiale, j'en suis sûre qu'il y a tout ça. Donc, Tout à fait. Oui. Tout à fait. Alors la médiation, j'ai envie de dire que c'est un art. C'est l'art de mettre en présence 2 personnes qui sont en conflit ou qui ont des difficultés et qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer par eux-mêmes. Donc ils ont besoin d'un tiers neutre, un tiers séparateur, pour les aider à trouver eux-mêmes leur solution. Donc le médiateur, il est bienveillant, il ne donne pas la solution, mais il aide. De par sa reformulation, de par le fait qu'il distribue la parole aussi, parce que souvent ces personnes, quand elles arrivent en médiation, c'est parce qu'elles ont essayé par elles-mêmes de trouver solution au conflit, mais qu'elles n'y arrivent pas. Donc, c'est pas de la psychologie. Ah non. Je le dis bien fort. Hein. Je suis médiatrice, je ne suis pas psychologue. C'est vrai que, bien sûr, on travaille sur les affects, on travaille sur un petit peu sur la psyché, mais notre travail est avant tout aider les personnes à trouver en eux les outils nécessaires à la résolution de leurs conflits. Alors j'ai envie de dire que c'est une association bénévole. Vous êtes bénévole. Tout à fait. Alors nous avons commencé... En 2012, nous avons eu 2 employés, bien sûr, notamment pour aider à l'accompagnement scolaire, aux autres activités. Puis, comme je vous le disais, hein, si l'argent ne rentre pas, après, les charges sociales sont très lourdes, même pour les associations, ce qui fait qu'à un certain moment, ben, là aussi, on en est revenu au bénévolat, ce qui fait que même moi, hein, en tant que médiatrice, tout ce que je fais revient sur l'association. Parce que par ailleurs, je suis aussi éducatrice. Et donc, je suis salariée, mais j'aime ce que je fais, et ceux qui sont avec moi aiment ce qu'ils font. Oui, et c'est important, il faut aimer. Il faut aimer, là. La médiation, c'est aimer l'autre, avoir envie de l'accompagner, avoir envie de l'aider. Et si on n'a pas ça en soi, c'est pas la peine. Alors, on va rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on en a parlé dans la semaine quand on s'est eu au téléphone. Et moi, j'ai bugué sur le mot le silence, qui est ce qui fait que les victimes ne sont pas protégées à cause de ce silence.
Et puis on a regardé, moi j'ai regardé de mon côté, je suis tombée sur des articles avec des analyses de silence qui m'ont beaucoup plu. Alors déjà, je trouve que en Guadeloupe, il y a des choses, il vient de se passer quelque chose à Moule il n'y a pas longtemps. En plus, sur l'Hexagone, on entend des cas de pédophilie, pédocriminalité, parce qu'il faut faire la différence entre la pédophilie quand on aime les enfants et la pédocriminalité quand on passe à l'acte avec l'enfant. Alors, vas-y. Non. Voilà, Il y a une petite. La pédophilie, c'est déjà une distorsion. Oui. C'est-à-dire que on aime les enfants pour assouvir ses besoins sexuels. Donc voilà. Oui. Donc en fait le silence, je reviens sur le silence. Le silence, j'ai envie de parler d'amour. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Dire tout d'abord que lorsqu'il y a une relation affective, c'est qu'il y a de l'amour. Il y a souvent ou parfois de la violence, mais au départ, c'est parce qu'il y a de l'amour. Et souvent, on dit que les femmes, si elles ne disent rien, c'est qu'elles aiment ça. Elles aiment prendre des coups. Alors, aucune femme, aucune personne n'aime les coups. La femme qui ne dit mot, qui garde en elle sa souffrance, il y a pléthore de raisons pour cela. Mais une enfant. L'enfant, c'est pareil. Entre souvent, les coups et les abus et... L'enfant, souvent, il vient en soutien à ses parents. Il sait très bien que lorsqu'il va aller dénoncer les faits, ses parents seront inquiétés. Surtout les enfants qui sont abusés par un membre de la famille. C'est à 98% par le père, mais il y a des mamans qui abusent de leurs petits garçons aussi. Oui, il paraît. Oui. Donc, l'enfant, il se montre solidaire de ses parents, parce que, comme on dit, la pire des familles, c'est quand même la meilleure pour les enfants. C'est sûr. Voilà. Donc, le silence, c'est une parole, j'ai envie de dire. Oui, le silence, c'est une parole. Vois. Parce qu'on en a parlé, donc j'avais cité plusieurs silences. Donc, le silence docile, je vais les citer, puis on va revenir sur le silence docile et résigné, le silence craintif, le silence prosocial et le silence opportuniste. Ces 4 silences, moi, me parlent parce que je les ai vus sur mon parcours. J'ai vu ça. Donc, j'ai dit, mon Dieu, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. C'est bien de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, ici, moi je suis en Guadeloupe, qui savent des choses, mais qui ne disent pas. Et j'ai eu envie de réfléchir à pourquoi ils ne le disent pas. Alors je les ai mis dans une case. Ah oui, mais c'est un moyen comme un autre. Il faut trouver des astuces, il faut comprendre. Il y a un mécanisme, et on n'y arrive pas au bout de ce mécanisme sans chercher à déverrouiller, voilà, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident de parler de violence, de parler d'abus sexuels. D'ailleurs, j'ai mis un post sur Facebook. Avez-vous peur, honte de parler de violence conjugale et ou d'abus sexuels? Et après, j'ai mis, c'est encore un sujet tabou? Eh bien, dis-toi bien qu'au bout de 3 semaines, il y avait 6 personnes seulement qui avaient été touchées. C'est-à-dire touchées, c'est-à-dire qu'on voyait. Mais je sais bien que bien plus que cela avait. Mais comment parler? La peur. Parfois soi-même, on a été victime. Et on a cherché à oublier. Sur les réseaux Facebook, par exemple, on parle de quelque chose qui est pas bon d'un homme politique en Guadeloupe, même si on le partage sur Facebook, c'est pas liké parce que ça nomine la personne, parce que le politique il va aller voir qui a liké. Donc là, c'est pareil pour ce cas-là. C'est le courage. Oui. Alors j'ai envie de dire justement à tous les auditeurs de Méga FM cet après-midi que c'est quand même une émission très importante sur un tabou social très,
très, très sensible, vous pouvez appeler au 05 90 23 17 11. Vos appels seront pris ainsi que vos questions si vous voulez poser une question à Marie-Jeanne. Alors, on y va sur le silence docile. On y va sur ce silence docile, résigné. Alors ça ressemble à la victime. Ça ressemble à la victime. Ça peut ressembler aussi aux proches de la victime, aux mêmes. Oui. Ah oui, 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 et aux enfants aussi. Oui. Aux enfants qui sont dociles, qui sont là, qui subissent, mais qui ne veulent pas parler parce qu'ils savent très bien comment ça se passe. D'ailleurs, j'en ai parlé lors des... oh là là, ils ont fait toute une série de concertations autour de la violence faite aux femmes, et j'ai dit que il est encore dommage que ce soit les victimes qui soient déplacées. C'est-à-dire qu'elles sont déjà victimes et on les fait sortir de leur cocon familial, on les met ailleurs, et souvent, la personne violente, elle reste dans la maison. Comme les enfants, on les enlève. Exactement. On les enlève, on les met dans un foyer Voilà. ou une famille d'accueil. Et... Voilà. Donc, 2 fois victime. Parce que nous savons bien que... Ça calme pour parler déjà. Rien que savoir qu'on va être séparé, si c'est un enfant, de ses parents. Tout à fait. Ça donne pas envie. Et pareil pour une femme qui Exact. a son équilibre avec son mari, même s'il est violent, elle a ses enfants. Elle a surtout ses enfants. Et les lieux d'accueil, eh bien, vous avez peut-être une petite chambre avec pour vous et vos enfants. Il y a d'autres personnes qui gravitent autour. Alors que lorsqu'on est dans ces états-là, on a besoin d'être seul. On n'a pas envie d'être avec des étrangers. On doit faire semblant. Donc, on leur demande de faire de la représentation après. C'est vrai, ça. Parce que c'est encore une forme d'agression. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et mais vaut mieux ça que rien. Je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais je dis qu'il va falloir, et ça commence déjà, tout doucement, à faire en sorte que ce soit les personnes violentes qui sortent du domicile, qui sortent de l'environnement. D'ailleurs, il y a les bracelets électroniques, il y a le téléphone grave danger, etc. Il y a des outils qui sont mis en place. Mais heureusement. Alors, une femme, elle fait le choix de revenir dans son domicile, apparemment. Mais un enfant, il ne fait pas le choix. Moi, j'ai entendu un cas la semaine dernière où on m'a cité encore à Moule, décidément à Moule, par exemple, une enfant qui avait été justement agressée sexuellement. C'est pas l'école, hein, je parle pas de cas de l'école, où le monsieur a été pris la main dans le sac avec la main dans la culotte de la petite fille, quoi. Bon, il y a eu un déplacement de l'enfant, la maman en hôpital psychiatrique, et quand tout ça est terminé, l'enfant est retourné auprès de son prédateur. Voilà. Et c'est comme ça que cet grave. enfant-là, qui n'a pas été protégé, eh bien, ne sera pas à même de protéger elle-même, si elle devient maman, son enfant. Oh là là. Parce que, justement, on lui montre bien que ce prédateur, il a eu gain de cause. Alors, à quoi bon dire les choses? À quoi bon essayer? C'est ça. C'est C'est ça. bien à résigner, après ça ne donne pas aux autres. Parce Oui. que les enfants, des fois, entre eux, ils le savent. Donc, c'est sûr que, comme tu as dit, Marie-Jeanne, il y a, alors, les personnes qui dénoncent, elles prennent des risques. Et puis, souvent, elles prennent des risques, mais souvent, comme par exemple le cas... Pourquoi ça a été dénoncé si ça a été... elle a été séparée, par exemple, le cas de cette petite fille. Ça a été dénoncé puisque ça a été pris dans le sac. Mais comment ça se fait? Il n'y a pas des assistantes sociales. Qu'est-ce qui se passe là? Ça ne donne pas envie aux autres enfants qui sont peut-être... Tout à fait. C'est terrible, ça. Oui. Il faut déjà, C'est lourd, hein. vous savez, dénoncer en tant que travailleur social, ça n'a jamais été facile. Oui, J'ai eu à le faire maintes et maintes fois. j'imagine. Parce que quand vous dénoncez, vous devez aller à la gendarmerie. Donc, voilà, on ouvre un dossier, on vous demande de dire tout ce que vous savez. Ça commence par votre identité, vos parents, etc., etc. Donc, il y a ce qu'on pourrait
appeler des contraintes. Vous avez à dire que vous êtes, mais vous avez à confirmer ce que vous dites. Et beaucoup de personnes ne veulent pas arriver jusque-là. Alors moi, ce que je dis, on peut faire une dénonciation anonyme. Faites-le. Même si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas qu'on sache qui vous êtes, vous pouvez dénoncer de façon anonyme. Parce que laisser un enfant dans cette situation, c'est quelque part, même si l'enfant n'en meurt pas physiquement, mais psychiquement, ça laissera toujours des traces sur cet enfant-là. Vous savez quelque chose? Le procureur vous dit, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est la vérité que l'enfant dit. Ça ne vous regarde pas si c'est la vérité. Un enfant vous dit, voilà, tonton, tati, papa m'a fait ça. Vous n'avez pas besoin d'investiguer. C'est pas à vous que ça revient. Vous devez le dénoncer. Ça, c'est important à entendre. On ne vous demande pas d'aller vérifier. On vous demande juste de dire. Si on va à la gendarmerie, c'est pas anonyme. Non, mais on peut téléphoner. Ah, et on téléphone. Et même en allant à la gendarmerie, les personnes peuvent dire qu'elles ne souhaitent pas. Elle peut le... Donc, elles peuvent dire qu'elles ne souhaitent pas qu'on... Ben oui, parce que sinon, la parole, elle reste verrouillée. D'accord. Donc, les personnes peuvent dire, voilà ce que je sais. Alors, si elles veulent appeler, souvent c'est plus facile d'appeler, il me semble. Donc, elles peuvent s'adresser à ton association ou alors au 119 là. Oui, non, mais il est clair que nous recevons des appels, nous recevons des personnes. Il y a à peu près 3 semaines, nous avons dû intervenir parce qu'une femme enceinte, elle avait été violentée par son compagnon. Donc, nous avons, à partir du moment où moi je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que oui, elle voulait que ça se sache, parce que ça, c'est important aussi. Ça veut dire qu'elle prenait déjà conscience de ce qu'elle allait faire. J'ai pris toute la responsabilité qui a suivi. Appeler les gendarmes, appeler les pompiers qui m'ont passé le SAMU, etc. Les gendarmes sont venus, les pompiers sont venus. Elle a été transportée pour vérifier, puisqu'elle était enceinte. Eh bien, voilà, nous avons pris notre part. Et les enfants ont été sécurisés, appelés les grands-parents, etc. Nous avons pris notre part. C'est votre mission à l'association. Ce n'est pas notre mission essentielle, mais nous faisons de l'accompagnement aussi. Voilà. La médiation, oui, mais de l'accompagnement aussi. Vous avez eu des dénonciations d'enfants abusés? Pas d'enfants au niveau de l'association, non. Non, c'est pas arrivé encore. Non, Vous non. voyez, tu vois, comme c'est tabou quand même, parce qu'il y en a. Je sais bien. Je sais bien. Mais c'est petit à petit que je crois que il ne faut pas brusquer parce qu'on est dans une. Ça commence à se dire, ça commence à. La parole commence tout doucement à se libérer. Et donc, il ne faut pas brusquer. Il ne faut pas brusquer cette parole-là. On découvre dans les témoignages de ces derniers cas qu'on a vus avec Duhamel, Richard Berry, tous ces noms-là, oui. On a vu qu'ils pensaient que c'était normal quand ils sont enfants. Ils pensaient, mais c'est vrai, je vais te faire un témoignage, Marie-Jeanne. J'ai été une enfant abusée. S'ils ne savaient pas. Donc, un jour, j'avais 6 ans. Et j'avais mon petit frère, on était placés en maison d'accueil, et on était abusés tous les deux dans cette maison d'accueil. Et j'ai, à 6 ans, dénoncé, c'est-à-dire la petite fille qui entendait son petit frère crier. Moi, je l'entendais crier, je l'entends encore. Et j'ai dénoncé ça. Ce qui m'est arrivé, je comprends les risques. On m'a séparée de mon frère, je l'ai retrouvé à l'adolescence. Donc mon frère est parti dans d'autres maisons, moi j'étais dans d'autres maisons. J'ai été mise de côté parce qu'on me disait menteuse. Voilà, la petite fille. Donc ça peut arriver à 10 ans, ça peut arriver à 11 ans, on est traité de menteuse. Et j'ai retrouvé mon frère à l'adolescence dans un état psychologique désastreux et il en est mort. Il en est mort quelques années bien plus tard, mais il n'a pas survécu à cette destruction de l'homme, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose. Donc c'est bien ce que je dis. On ne vous demande pas de croire ou de ne pas croire. On vous demande simplement de représenter la parole que l'enfant vous a donnée. Voilà.
Alors, on va passer au silence craintif. Alors, le silence craintif. Ben, c'est un silence qui est souvent accompagné de violences physiques. Hein. Donc, à la limite, ben oui. Donc, ce qui fait que ben, la personne elle finit par se concentrer sur elle-même, se bloquer et ne rien dire. Elle craint tout ce qui va se passer. Parce que le silence craintif, quand il vient, c'est parce qu'il y a une parole qui a essayé de sortir. Et selon ce qui s'est passé, souvent, eh bien, on n'ose plus dire. Il y a menace. Il y a des menaces. Il y a pas forcément des menaces. Vous allez le dire à quelqu'un que vous croyez de confiance. Cette personne, elle peut le dire à l'agresseur. Si c'est dans un cercle familial, ben, ça devient pire après. C'est ça. Donc on en est à encore des risques. Et puis peut-être aussi d'avoir peur d'un manque de soutien. Tout à fait. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que à tous les parents, à toutes les mamans, au papa aussi, votre enfant, quand il a entre 3 ans, 2-3 ans, vous pouvez déjà lui dire, à partir de cet âge-là, personne n'a le droit de toucher à ta cocotte, comme on dit en Guadeloupe, hein, ou à ton kiki. On tient la douche, mais c'est toi qui te laves. Et sache que personne, que ce soit à l'école, que ce soit papi, mamie, personne n'a le droit de te toucher là. Tu le dis à papa, tu le dis à maman si quelqu'un le fait. Voilà. Je tenais à dire ça parce que c'est très important. L'éducation, ça aide. Oui, je me rappelle que mon fils avait vu un de ses petits copains se faire toucher une zizi devant toute la famille pour dire que c'était un beau petit garçon, regardez. Et il est revenu à la maison très choqué de voir son petit copain, un petit copain quoi, de l'école, se faire... parce que moi, je lui enseignais ça. Et c'est... Bonjour. Oui, bonsoir Jade, comment vas-tu? Ah, bien Alex. Ça va Jade? Oui Alex. Je vous écoute là avec beaucoup de plaisir là même. Merci Alex. Oui, je voulais juste poser 3 questions à Madame Kinol. Bonsoir Madame Kinol. Bonsoir Monsieur Durimel. Oui, alors je vous écoute avec beaucoup d'attention là et je me demandais quelque part, est-ce que le choix de la société ou les gouvernements qui se sont subsidiés avec certaines lois n'ont pas créé un terrain favorable pour tout ce qui est pédophilie ou violence ou autre. Je veux parler du fait que la société n'est plus nucléaire, mais c'est surtout nous sommes dans une société où les composée de beaucoup de familles monoparentales. Par exemple. Oui. Donc la question c'est, est-ce que la société ou les gouvernements n'ont pas créé un terrain favorable à ce genre d'actes? Alors, pour commencer, je dirais que les familles monoparentales ne sont pas dues au gouvernement. Elles sont dues déjà à surtout en Guadeloupe, hein, à notre mode de vie. On sait très bien que la composition familiale en Guadeloupe a beaucoup été une maman, même si le papa il est là, mais une maman et les enfants. On dit qu'une famille commence par un adulte et un enfant, c'est ça une famille. On peut commencer par ça. Ceci dit, il y a des lois qui ont été prises. Et justement, qui ont été prises, mais après, par la suite, qui ont été quand même aménagées. Justement, en ce moment, on en parle, hein, d'une loi qui était suite au viol d'une petite fille. Je me rappelle, c'était en métropole. Et on avait dit que, oui, mais cet enfant, quelque part, elle n'avait pas subi de violence, elle l'avait accepté, etc. Elle n'avait que 11 ans, cette gamine. Et ça avait fait un tollé. Et à partir de là, il y a eu dernièrement, il y a à peine une semaine, une nouvelle loi qui est venue dire que à moins de 13 ans, un enfant ne peut pas être dit responsable de ses actes. Un adulte, il a à respecter l'enfant. Donc ça,
je peux dire que c'est déjà une avancée. C'est vrai que les lois se défendent en fonction des gouvernements successifs. Chacun y va de sa petite touche. Et on ne tient pas vraiment compte de ce qui se passe dans la sphère familiale. Et puis, bon, on sait aussi qu'il y a beaucoup d'abus qui sont perpétrés par les politiques, hein, aussi, dans leur sphère familiale. Hein. Bon, je vais pas... ben oui, on le sait aussi. Hein. Donc, les mêmes qui font les lois, ce sont souvent aussi de ceux qui peuvent commettre ces abus. Ces excès, ouais. Voilà. C'est des abus. Et donc, l'autre question que je voulais poser, c'est tout à l'heure, Mme Kinol, vous avez dit une chose qui est une vérité fondamentale. Généralement, la personne qui est victime doit être déplacée. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que, justement, comme il s'agit souvent de sociétés, de familles monoparentales, beaucoup de femmes sont seules avec leurs enfants qui sont ados, se retrouvent en couple avec une personne, et par la suite, les choses dégénèrent. Mais quand ces femmes-là s'installent chez ces hommes-là, et quand il y a ce genre de problème-là, comme ces gens-là ne sont pas mariés, est-ce qu'il n'est pas normal, quelque part, que ce soit la personne qui n'est pas chez elle qui se déplace, puisque ces personnes-là ne sont pas mariées? Oui, non, mais je ne parlais pas de ce cas-là, hein, bien sûr. Je ne parlais pas du fait que le conjoint violent soit chez lui, dans sa maison. Je parlais pour protéger cette personne, même si c'est elle, par exemple, en location, c'est elle qui a loué le logement, ben on va la déplacer pour la protéger, parce que sachant que l'homme reviendra. Oui. C'est de ça que je parle. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place certaines mesures, comme le bracelet électronique. Dès qu'il s'approche, eh bien, ça sonne. Et là, la gendarmerie la plus proche, elle le sait. Je parlais plutôt de ce cas-là, quel que soit, même si c'est elle qui est dans son logement, on avait tendance à vouloir la déplacer. D'accord? Mais j'entends bien ce que vous dites. Si c'est la maison du monsieur, c'est normal. C'est normal. OK. Et une toute dernière, y a-t-il pas une contradiction quelque part quand la maturité sexuelle est à 15 ans, et donc cette personne est mûre sexuellement parlant, et en même temps n'a pas le droit d'avoir du rapport sexuel avec des personnes mûres? Donc je me posais juste la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quelque part? Alors, il ne peut pas y avoir de contradiction, sachant qu'il y a d'un côté des mineurs et d'un côté des majeurs. Donc, la maturité sexuelle, ça ne veut pas dire une maturité psychique. L'enfant peut avoir des... ben oui, il y a des enfants qui ont un éveil sexuel plus tôt que d'autres enfants. Vous comprenez le sens de ma question? Tout à fait. Ça veut dire qu'à la limite, vous allez me dire, si une enfant de 15 ans aguiche un homme de 40 ans, après ils ont des relations, pourquoi on va inquiéter ce monsieur? Si, il faut qu'il soit inquiété parce que il doit être maître de ce qu'il fait. Des fois, elles mentent sur leur âge. Elles peuvent mentir sur leur âge, mais ça aussi, bon, enfin. OK. Eh bien, sous ça m'a fait plaisir. Hein. Et puis, Jade, à bientôt. À bientôt, Jade. Merci à vous. D'émission. Merci à vous. Merci. OK. Ça m'a fait plaisir d'entendre Alex. On a l'habitude de se voir tous les dimanches, là. Donc, on en était donc à ce silence craintif. Donc, bien sûr, il y a la crainte de l'opposition, la crainte, moi j'ai marqué des menaces. Tout à fait. Donc, ça rend très craintif. Le silence prosocial, c'est un mot qui m'a beaucoup plu. Ah ben oui, parce que le qu'en dira-t-on, ça c'est souvent au niveau des parents, hein, de la famille, que ce soit proche ou un peu plus éloigné. Oui, mais vous vous rendez compte si les gens arrivent à savoir que donc on enferme la victime une fois de plus dans quelque chose qui ne l'aidera pas à comprendre et ni à être protégé, puisque on va cacher ce fait-là parce que
on ne veut pas que la famille, les voisins, etc. sachent. Tout à fait. Donc, Alors, c'est pour se protéger au niveau de la société. Souvent que ses parents ou cette maman, elle va rien dire. C'est arrivé au cas de Duhamel, alors parce que apparemment tout dans son entourage le savait, jusqu'à Marie-France Pizier qui s'en est même suicidée, enfin soi-disant, mais qui ne l'est pas. Voilà, ça c'était ça. Donc on était dans le silence pro-social. Ah non, il y a la télé, on peut pas, il faut que ça reste. C'est plus proche de nous, en Martinique, il y a quand même le père de Pulvar. Ah. Oui, qui aurait abusé de plusieurs cousines et elle le dénonce que maintenant. Et donc, c'était un homme quand même socialement bien connu, un syndicaliste reconnu, etc. Et donc, la parole a été verrouillée jusqu'à ce que ces femmes soient adultes et qu'elles puissent le dire. Parce jusqu'à 48 ans, je crois, on peut... La prescription ? Non, elles peuvent le dire jusqu'à 48 ans. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Oui, parce que justement, il y a quelque temps, j'avais été alertée sur un cas où je suis donc descendue à Basse-Terre et une femme mariée m'a demandé de filmer pour dénoncer un délégué syndical. Et elle l'a fait, on a fait les vidéos, tout a été mis en place pour que ça puisse être fait. Et puis j'ai voulu l'inviter là aujourd'hui, mais bon, elle avait plus important à faire alors qu'elle était à Moule, comme toi, Marie-Jeanne. C'est dommage parce qu'on aurait aimé la voir sur ce plateau, mais justement ça s'est rentré dans le silence d'un coup parce que elle n'a pas eu, je pense, le retour par rapport à un syndicat de la Guadeloupe, c'est-à-dire que celui qui est à la tête de ce syndicat n'a pas fait le nécessaire. Et la pauvre dame, elle a été menacée, elle a été intimidée, elle traitée de menteuse. Et du coup, voilà, on est peut-être rentré dans un silence. Et ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas juger ces femmes qui restent, qui ne disent rien, etc. Parce que elles peuvent savoir comment ça va se passer par la suite. Si elles ne sont pas soutenues, elles savent que le retour du bâton risque de faire bien plus mal. Parce que souvent, elles peuvent avoir des enfants. Et donc, les répercussions sur les enfants. Elle a des enfants, oui. Donc, on ne peut pas... tout ça, je crois que ça se travaille. C'est pas évident. Il va y avoir, oui, je veux, non, je ne veux plus, etc. Plusieurs... Ça peut être un combat intérieur pour se dire... Elle aurait dû prendre contact avec vous pour être soutenue. Parce que là, toute seule, cette dame avec ce monsieur, son mari, ça pouvait faire qu'un pépi de chat, quoi. Ça pouvait être qu'un pétard mouillé. Parce que pourquoi vouloir annoncer ça tout seul sur les réseaux sociaux et puis parce que ce jour-là, c'était exacerbé. Elle en avait envie, c'était ce moment-là. Elle a eu ce courage-là. Mais parfois, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ouais. Mais et là, comme je vais le répéter, ne soyons pas des juges quand nous entendons une femme qui est violentée, et qui ne dénonce pas. Nous ne savons pas ce qu'elle vit. Au contraire, soyez là. Si c'est dans votre entourage, soyez là, son écoute, soyez là. Dites les choses, mais ne la brusquez pas, parce que ça ne peut pas aider de brusquer la personne. Il faut qu'elle soit prête psychiquement pour le faire, parce que ça demande beaucoup. Parce qu'après, il faut aller à la gendarmerie. Après, il faut subir des interrogatoires, etc. Enfin, c'est quand même lourd. Donc, il faut que ces personnes soient accompagnées. Parce que c'est bien beau de dire, on accompagne, mais le dire et le faire, parfois, c'est bien... Il y a quand même un fossé. Donc, dans le silence pro-social, moi, j'avais retenu que c'était un silence protectionniste, que c'était une protection soit de son organisation, si c'est dans un milieu, ou soit sa réputation aussi. Mais c'est ça. Combien de femmes en politique, maintenant, ça commence à parler, mais combien de femmes en politique ont dû... Mais moi, à un moment, quelqu'un m'a dit, oui, mais de toute façon, tu ne perceras jamais en politique. Tu sais pas que les femmes doivent coucher pour faire de la politique. Ça, je l'ai entendu, oui.
Non, mais bon, c'est pour dire aussi qu'il y a des choses qui ont la dent dure, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Hein. Ça s'est dit ici, mais moi, je veux bien croire que... Partout, c'est un droit de oui, passage, ça. ben oui. Comme pour il y a quelque temps, pour trouver du travail, il fallait coucher avec le patron. Prendre son canapé, oui. Oui, mais voilà, donc je veux dire que les femmes avancent, et je suis contente. Elles avancent doucement. Mais la cause des femmes, elle est entendue. Elle est entendue par les femmes, mais elle est entendue aussi par des hommes. Ne jetons pas le bébé, l'eau du bain et tout. Il y a pas que des hommes violents. Et ça, non, mais oui, mais bon, il faut quand même le souligner, même si on le sait, mais c'est important de le dire. Il y a des hommes qui se battent aux côtés de femmes contre ces violences faites aux femmes. C'est bien ça. Ça, c'est important de le dire aussi. Donc, il nous en reste un silence. C'est le silence opportuniste. Parce que dans le silence prosocial, j'avais aussi marqué, parce que j'ai vraiment fouillé tout ça, il y avait, c'était souvent dans ce silence dans ce silence prosocial, c'est là où il y avait les pires adversaires, dans ce silence-là. C'est parce que c'est soit parafamilial, soit paraprofessionnel, soit paramilitantiste. Parce que moi qui suis beaucoup dans le courant militantisme de la Guadeloupe, j'entends des choses que je ne peux pas dire. Parce que d'abord, il manque les éléments, mais eux, ils le savent. Et ils ne le disent pas. Je leur dis, mais pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous ne dites pas que lui? Ah ben non, les femmes, elles ne veulent pas, c'est parce que ça ferait des histoires. Donc, même dans notre famille militantisme, en Guadeloupe, il se passe des choses. Oui. Un jour, j'espère qu'il y aura une femme, je fais un appel, qui osera dire qui et fait quoi. Voilà. On passe au silence opportuniste. Alors, le silence opportuniste, je l'adore celui-là. Parce que je trouve bon, c'est pas très beau, mais je suppose que ça veut dire que la personne va trouver des bénéfices secondaires à son silence. Tu me donnes quoi? Je ne dis pas, mais toi, en échange, tu me donnes quelque chose. Bon, ça, ce silence opportuniste, j'ai envie de dire que, eh bien, quelque part, la victime, elle prend, comment dirais-je, cette victime-là, elle prend sa responsabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne va pas passer par la justice, etc. Mais d'une certaine façon, elle va décider qu'elle fait sa justice elle-même, quoi. Elle va dire, bon, voilà, je te fais un chantage, quoi. Ah oui. Oui. Je sais, mais... Je me tais, mais... Voilà. Mais bon, après... Oui. Alors moi, j'avais relevé, quand dans le silence opportuniste, que la personne, comment il se comporte. Parce qu'il faut les détecter, hein, tous ces silencieux-là, craintifs, prosociaux, résignés. Moi, maintenant, je vais les détecter. Hein. C'est comme un pervers narcissique, moi. Hein. Dès qu'il aura le truc qui détecte, je dirais... Et c'est pour ça que moi, je reste dans la médiation. Ah, c'est pour ça. Mais moi, j'ai mon alarme là de lanceur d'alerte. Et le silence opportuniste, pour moi, c'est la personne qui fait de la rétention d'informations. Elle le sait. Hein, elle veut maintenir, mais elle ne peut pas le dire. Cette personne ne peut pas le dire parce qu'elle veut maintenir aussi son statut social. On revient toujours à ça. Oui, c'est ça. Car là, il est là le silence opportuniste. Si elle ne le dit pas, c'est parce qu'elle ambitionne un pouvoir qui est dans l'avenir. Elle a des ambitions. La personne, ça peut être politique ou dans une autre organisation. Et du coup, elle se tait parce que non, ça va nuire à son image, à sa publicité, à sa réputation. Moi, j'en ai plein autour de moi de ça. J'en suis entourée. J'espère que ces personnes vont se renforcer et puis se dire que les avantages qu'elles peuvent en tirer de cela, ne sont rien par rapport à son bien-être et puis aussi par rapport à ce qu'elle peut faire pour protéger aussi ses filles si elle en a ou même des garçons et des petits enfants aussi, parce que quand on parle de génogramme, etc., souvent on prend plusieurs générations qui sont précédentes et on trouve les mêmes choses qui se reproduisent parce que
Rien n'a été fait pour casser la chose difficile, la chose violente. Donc, bon, moi, de toute façon, je ne peux pas... chaque personne, elle est capable ou pas. Pour l'instant, elle pense que c'est un bénéfice, mais ce bénéfice-là, ça peut revenir comme un boomerang, quoi. C'est horrible. Mais bon. Non, mais Je sais. Tu es pas là-dedans, tu ne dois pas juger, je sais. Mais moi, c'est moi. Je suis une citoyenne et j'en vois tellement de ces silencieux opportunistes que moi, ça me répugne. Ça me répugne, surtout quand je sais qui, quoi, que, et que c'est pas à moi de le dire, mais que c'est normalement aux personnes de le dire. Et en plus, qui continuent à se côtoyer, parce qu'il faut faire de la publicité, il faut faire bien avec telle personne. C'est horrible quand moi je vois ça sur mes écrans de réseaux sociaux, que je les vois. Je suis une femme, en plus, qui a été abusée enfant. Donc, c'est terrible. Mais oui, mais nous sommes de plus en plus une société de représentation. Les gens sont en représentation. Combien de couples qui battent de l'aile quand on voit monsieur et madame dans la rue, eh bien, ils sont bras dessus, bras dessous, et quand ils sont dans la maison, eh ben, c'est des coups, c'est l'indifférence, etc. Je ne prône pas la famille monoparentale parce que je dis que les enfants ont besoin des deux parents. Ceci dit, les deux parents peuvent ne pas être dans la même maison, mais faire attention, prendre soin de l'enfant. Et c'est ce qui est le plus important. Un enfant qui se sait aimé par ses deux parents, qui voit son père, même si les parents ont divorcé ou sont séparés, qui voit son père, qui voit sa mère, qui voit qu'ils s'entendent pour eux, pour les enfants, même s'ils ont leur divergence d'adultes, mais les enfants, eh bien, ils ont besoin de cette protection. Donc, comme je dis souvent en médiation aux parents qui viennent, vous vous êtes aimés, vous avez eu des enfants, maintenant vous ne vous aimez plus, mais les enfants sont là. Vous devez continuer, que ce soit l'un ou l'autre, à les aimer, à les accompagner. Vous, madame, ne faites pas de rétention. Par exemple, dire il me donne pas la pension alimentaire, eh bien l'enfant n'ira pas chez lui. Oui. Non. Il faut dissocier les choses. Faites ce qu'il faut. Allez voir le juge aux affaires familiales, écrivez un courrier, demandez de l'aide, mais n'en faites pas une carotte, quoi. La pension alimentaire, tu verras l'enfant si tu donnes la pension. Ça, c'est pas bien pour l'enfant. Et là, je peux comprendre la colère, j'entends cette colère où oui, mais il n'est pas là, il va pas à l'école, il fait pas ci, il faut pas ça. Laissez-lui la place. Il l'apprend pas. C'est l'enfant qui saura un jour dire les choses. Mais ne prenez pas cette place. Il y a un sujet, on en a parlé en début d'émission, la femme qui abusait de son enfant. J'ai vu le cas, j'ai regardé le film de Whitney Houston, qui était abusée par sa tante. C'est incroyable. Donc, c'est encore plus tabou que le reste. Voilà, j'allais dire, tout à l'heure, j'y pensais, hier, on m'en a parlé aussi, qu'il y avait des femmes qui abusaient. Et je me suis dit, c'est quelque chose. On parle de l'homme violent, on parle beaucoup de l'homme violent ou de l'homme qui viole. Mais c'est une violence pour un enfant. C'est terrible. C'est une grande violence. Et après, quand il sera adulte, ce garçon, ou souvent c'est les garçons, et qu'on entendra qu'un garçon a tué sa mère, on ne comprendra pas pourquoi. Parfois, il y a de ça. L'infanticide, ah ouais. Non, il y a le parricide. Parricide, voilà. D'accord. Il y a de ça. Il y a du fait que cet enfant-là n'a jamais pu avoir une relation amoureuse normale avec une femme par la suite parce que, eh bien, sa maman avait abusé de lui. Oh là là. Donc, il y a des choses qui se passent. Et malheureusement, on ne peut pas porter toute la misère du monde. Mais je dis aux parents, si vous faites un minimum pour vos enfants, c'est-à-dire les éduquer de façon à ce qu'ils puissent pouvoir se faire respecter leur corps, de façon à ce qu'ils puissent avoir suffisamment confiance en vous pour venir vous dire lorsque tonton, tati, même papa, une maman doit pouvoir dire à ses enfants, parce que la relation de confiance, ça se travaille tout petit. Un enfant qui ment, il y a des raisons. Si lorsqu'un enfant vous dit quelque chose,
vous le réprimez pour ce qu'il a fait de mal, etc. Mais les coups, de toute façon, moi, je n'ai jamais été pour les coups. Bon. Mais je veux dire que... Qui serait pour? Non, les parents qui tapent, je veux dire, hein, les parents qui tapent, il y en a encore qui n'ont pas encore bien compris que c'est pas ce qui va aider à ce que l'enfant puisse respecter ses parents. Au contraire, il en aura peur. Est-ce que un parent veut que son enfant ait peur de lui ou alors que son enfant le respecte? Ça, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Je pense que, Marie-Jeanne, tu reviendras, parce que j'ai envie aussi de parler, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, de cette justice et de rebondir sur ce qu'a dit Alex. Moi, déjà, quand j'entends tout ça, j'ai le souvenir, quand il y a eu M. Macron qui s'est présenté, j'ai découvert donc son histoire avec sa femme, et ce garçon avait à peine 15 ans, quand il a eu cette relation avec son professeur. On peut appeler ça de la pédophilie, de la pédocriminalité, puisqu'apparemment ils étaient très amoureux. Et quand on creuse bien l'histoire, on a su que les parents se sont tus quand ils ont su la relation qu'il y avait entre son professeur et ce garçon, qui est maintenant président de la République. Et en plus, le fait est que ce jeune homme était apparemment attiré par les jeunes hommes aussi. Hein, donc, je pense que c'est ce qui n'a pas aidé. Et ils ont préféré qu'il ait tellement voulu garder l'histoire entre l'homme et la femme que c'en est arrivé à un homme, moi je le trouve très perturbé, Monsieur Macron. Et c'est quand même un enfant qui a eu une relation avec un professeur de 40 ans. Et il avait 14-15 ans. Donc il est en dessous. Et depuis qu'il est président de la République, j'ai l'impression que toutes les lois ont été modifiées pour les rabaisser à son niveau par rapport à sa propre expérience. Parce que lui, il n'a peut-être pas vu le danger. Moi, je trouve que 14-15 ans, mon fils, ça, j'ai des garçons, mon fils aurait eu une relation avec un professeur, je ne sais pas comment je l'aurais pris. Je l'aurais très mal pris. C'est là encore, on parle de protection. Hein, l'adulte doit protéger son enfant et même si les choses ne sont jamais simples, mais il faut protéger son enfant. Parce que c'est triste de voir des choses comme ça. Et en plus, là, maintenant, c'est vraiment devenu très public, parce que tout le monde le sait, cette histoire. Tout le monde a lu les histoires de ce président de la République. Et c'est devenu maintenant presque une banalité, quoi. L'inceste, toutes ces choses-là, de fréquenter son professeur. Ça a banalisé tout ça. Je ne dirais pas que ça a banalisé ces relations sociales. J'ai presque envie de dire que ça a toujours existé. Il y a toujours eu des enfants amoureux, que ce soit des filles de leurs professeurs hommes que des garçons. Bon, on a affaire à des personnalités publiques. Et donc, c'est pour ça que ça fait autant de tapage. Mais ces choses-là ont toujours existé. De même que ça me vient là, des parents qui ont obligé un violeur à épouser leur enfant, leur fille, pour laver quoi? Au contraire, vous la remettez dans cette situation. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des choses qu'on fait et que, bon, on ne mesure pas les conséquences. C'est ça. Tout ce que je dis, c'est que on ne naît pas parent. On le devient, on fait des erreurs, comme dirait quelqu'un, essai, erreur, mais il faut surtout pas rester dans l'immobilisme quand on est parent. Vous avez un enfant qui commence à dévier, n'ayez pas honte d'aller vers des lieux qui pourront vous aider. Ne faites pas semblant. Quand un voisin vient vous dire que j'ai vu ton enfant en train de faire ci ou ça, ne le traitez pas, ce voisin-là. Au contraire, remerciez-le et essayez de voir comment vous pouvez rectifier le tir. Parce que les enfants, quand ils débordent, quand ils font ces choses-là, c'est juste pour vous rappeler que vous êtes parents et c'est à vous de mettre un holà aux choses. Et ça, il faut pas l'oublier. Les enfants rois, eh bien, on a bien vu depuis quelques années ce que ça donne. Alors, soyez parents. Vous n'êtes pas dans la toute-puissance, vous ne savez pas tout, mais faites-vous aider. N'ayez pas honte de vous faire aider. Quand vous sentez que ça commence à déborder, n'attendez pas. Parce que lui, l'enfant, plus vous allez le laisser faire, plus il va aller au-delà. Donc, c'était ce message-là aussi que je voulais passer à ceux qui écoutent. C'est bien, Marie-Jeanne.
C'est très fort. Les messages sont très forts. Parce qu'il y a beaucoup de citations sur le silence, et j'ai été les chercher un petit peu, parce que c'est la mode. Hein. Dans les réseaux sociaux, on met des citations et tout ça. On a l'impression de faire du bien à tout le monde et à soi-même. Et il y en a qui sont un peu bizarres quand même. Hein. J'en ai une là. Il y a un moment où les mots s'usent et le silence commence à raconter. Oui. Khalil Gibran, je suis une fan de Khalil Gibran, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que lorsque vous avez dit et que personne ne vous a entendu, parce que quand il y a écoute, il faut entendre aussi. Il ne faut pas écouter de façon passive. Et lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qui fait une grève de la faim, ben souvent, c'est une personne qui n'a pas été entendue. La grève de la faim, il a fait silencieusement, mais vous voyez son état physique se dégrader. Vous savez que c'est pour une cause. Donc, il fait réagir parfois plus de monde que lorsqu'il criait. Oui. C'est vrai ça. Et il y en a une autre. Le silence est un ami qui ne trahit jamais, de Confucius. Alors là, c'est pareil. Une jeune femme qui lit ça et qui a vécu des choses, elle est confortée dans le silence. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Confucius, quand même. Oui, elle est confortée, oui et non. Elle va attendre la bonne personne pour pouvoir briser ce silence. C'est ça. Voilà, il faut de l'espoir, il faut toujours mettre un événement dans la vie, des fois d'avoir eu des enfants. Il faut toujours avoir une note d'espoir, toujours voir le verre à moitié plein et se dire que un jour, elle brisera le silence parce qu'elle aura trouvé une oreille attentive et elle se dira là, c'est le moment de dire, c'est le moment de parler, c'est le moment de m'ouvrir à cette personne et de... J'aimerais savoir un jour, je pense qu'on en reparlera, Marie-Jeanne, c'est aussi les dégâts de la justice derrière ces choses-là, derrière ces procès, parce qu'il y en a qui vont jusqu'au bout, et où ce n'est pas à peine reconnu. Il me semble, dans ma mémoire politique, que c'est Christine Taubira qui avait réduit ce genre de choses à des délits. Et du coup, c'est moins pénalisé pour des personnes qui sont violentes, pour des personnes qui violent, pour des personnes qui sont dans ce schéma-là. Il me semble, à mon souvenir, quand il y avait Christiane Taubira au ministère de la Justice, qu'elle avait réduit les peines et que ça avait fait un tollé, tout ça, quoi. Ça avait diminué. C'est pas bon, ça non plus? Ou est-ce que c'est peut-être pas la bonne solution de les envoyer en prison? Est-ce que c'est mieux qu'il y ait une thérapie? Alors, je pense qu'il y a un ensemble de tout. Punir, oui, mais punir et soigner, c'est encore mieux. C'est pour cela que, bon, on n'en est pas encore là, mais je le dis, je pense que accompagner les personnes violentes ou les personnes qui ont commis des actes sexuels prohibés, c'est aussi important, je le dis bien, aussi important qu'accompagner la victime. Parce qu'une fois que la personne, elle a reconnu l'acte, elle accepte la sentence, parce que ça passe en jugement, elle accepte de la peine qui lui a été donnée, cette personne-là, à partir du moment où elle va exprimer aussi son regret, qu'elle va demander pardon, moi je dis, en tant que médiatrice, si la victime, qui peut être sa compagne, sa femme, etc., elle est d'accord, à partir du moment où tout cela a été mis en place, je dis bien, elle est d'accord pour venir en médiation avec cet homme-là, je ne vois pas pourquoi moi, médiatrice, je refuserais. Pourquoi? Parce que souvent, les femmes qui reviennent avec le conjoint ou le compagnon violent, c'est parce que elles veulent que leurs enfants continuent à être avec leur père, ou alors elles continuent à avoir des sentiments pour cette personne-là. Moi, je ne suis pas dans le rabibochage. Je dis que pour que tous les deux avancent et pour que les enfants puissent en tirer des bénéfices positifs, il faudrait aussi qu'on prenne en charge, en compte,
ces personnes violentes, qui ont une histoire, qui ont vécu aussi des traumatismes, etc. Je ne suis pas dans la défense, je le dis bien, je ne défends pas ces personnes violentes, parce que j'ai beaucoup accompagné des femmes victimes de violences, je sais ce que ça peut faire comme dégâts, mais je dis que il est temps qu'on n'ait pas peur de ces personnes qui ont commis des actes violents. Il est temps que lorsqu'elles reconnaissent l'acte que ces personnes ont posé, qu'elles reconnaissent l'acte et qu'elles sont d'accord pour un accompagnement, des soins, etc. Si la victime est décidée à être en médiation face à ces personnes-là, moi, je dis, je peux. Mais pour une femme, c'est déjà plus facile de pouvoir avoir des armes pour se sortir de là. Mais moi, je reviens aux enfants. Je reviens encore à ces enfants. Il y en a beaucoup en Guadeloupe. L'affaire Eften qui est sortie et qui va encore sortir dans l'année qui va venir, on dit que ce monsieur s'est suicidé dans sa cellule. Non, on ne pense pas qu'il se soit suicidé. On pense qu'on l'a fait passer pour mort parce que je ne sais pas les noms qui vont sortir en France des hommes publics, mais il paraît qu'il y a une ribambelle Moi, je parle de ces enfants et on ramène ça à la Guadeloupe. Je sais que quand Coluche était là en Guadeloupe, qu'il était dans la commune de Déhay, sa maison, quand c'était la fête avec toute la clique, Laurent Voulzy, Souchon et tout ça, il demandait des jeunes filles. Parce que les invités... Et qui l'a dit ? Justement, qui l'a dit ? Il y avait aussi un directeur, j'ai entendu parler d'un directeur d'un collège qui abusait aussi de ses élèves. Et ces femmes-là, elles ont mon âge, elles ont 50 ans, 60 ans, ça date, Coluche, ça date. Voilà, c'est des choses que moi j'ai entendues depuis maintenant 18 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai entendu des femmes, elles ont mon âge maintenant. Elles ont eu leurs filles, elles ont eu il y avait des demandes comme ça. Moi j'ai hâte que cette affaire s'éclaircisse dans l'année, parce que l'affaire Eften, c'est quelque chose de très grand et qui touche même la Guadeloupe. On ne veut pas écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais il y a eu des enfants qui ont été des jeunes filles, parce que enfants, ça ne veut pas dire 7-8 ans. 12, 13, 15, tout à fait. 16 oui, ans. Ce sont des enfants. C'est des jolies filles à 16 ans. Chez nous, on a des jolies filles qui étaient amenées là, dans leur réception pour les besoins de ces messieurs, ou peut-être de ces dames. Donc, c'est bien ce que je disais, hein, c'est toutes les couches de la société, les politiques comme les professeurs, comme les directeurs d'école, comme les principaux de collège, comme les proviseurs, comme les médecins, comme les avocats, comme des juges aussi, pourquoi pas. Il y en a. Parce que, voilà, quoi, il faut pas croire hein, que c'est le petit peuple qui abuse. Hein. Il n'y a pas que le petit peuple. C'est plus souvent au-dessus. Hein. Alors, bon... Mais le coup de pied dans la fourmilière, écoutez, je ne peux pas le donner, mais je peux accompagner les personnes qui sont victimes. Je peux. Il y a un contact pour, par exemple, si quelqu'un a entendu l'émission et qui a envie de te contacter, Marie-Jeanne, comment on fait ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'email, hein, donc amaf.médiation sans accent, sans s, @gmail.com. Il y a le portable 06 90 82 12 36 ou 06 90 12 47 36. Donc 06 90 82 12 36 ou 06 90 12 47 36. Le fixe, je ne l'ai pas en tête et j'ai oublié d'emmener. Mais bon, ces moyens-là sont déjà là. De toute façon, ils sont là. Les gens peuvent appeler. On garantit l'anonymat s'il le faut. On a un local qui permet de recevoir les personnes en dehors, enfin, du fait qu'il y ait d'autres personnes dans l'association. Il y a 2 ouvertures, donc elles peuvent passer inaperçues, les personnes. Et moi, j'ai envie de dire, ne restez plus avec votre douleur, ne restez plus dans le silence, ni avec votre douleur, ni avec la douleur de vos enfants, parce que c'est cher payé après. Une maman qui ne dénonce pas les choses, qui sait que son compagnon, son conjoint, un cousin, etc., un voisin a abusé de son enfant et qui ne dénonce pas, une fois que c'est dit, elle aussi, elle est inquiétée et elle aussi, elle ira en prison. Donc, sachez que
quand on met au monde des enfants, eh bien, on est responsable. Merci Marie-Jeanne. Je pense qu'on va te faire revenir parce qu'il y a le sujet, là on a parlé un peu des femmes battues, un peu des enfants, mais on va parler d'autres choses. Il y a plein de choses dans ce milieu-là et qu'il va falloir faire savoir. Je me rappelle. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Je me rappelle oui. d'une conférence de Patricia Braflant, trop beau. Voilà, qui avait expliqué l'histoire de nos hommes ici en Guadeloupe avec la maman qui était un petit peu responsable des hommes que nous avons aujourd'hui chez nous en Guadeloupe. Mais ça, on en fera un autre sujet. Peut-être même qu'il faudrait que tu la contactes pour qu'elle puisse venir. Ça serait génial. Je ne sais pas si tu la connais. Ben, je la connais comme tout le monde. J'ai lu ses bouquins. Voilà. Donc, je pense que c'est une personne abordable. Ah oui, donc, j'imagine. Je me rappelle, on se parlait sur les réseaux sociaux il y a longtemps. Ben, j'ai envie de dire que nous avons entamé un sujet qui va être, je pense, régulier, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et Marie-Jeanne, j'espère que tu accepteras mes prochaines invitations. N'hésitez pas à la contacter si vous avez des cas, si vous avez connaissance de certaines choses. Parlez-en déjà à cette association pour élucider tout ça. J'ai beaucoup d'émotions et j'ai envie de vous dire à dimanche prochain, mais j'ai envie de finir sur une belle phrase. Et cette phrase, elle me plaît beaucoup. Elle est de Baptiste Beaulieu, je ne sais pas qui c'est. C'est « Tous les silences ne font pas les mêmes bruits ». Oh là là, c'est beau. C'est beau. Oui. Merci, à dimanche, au revoir. Au revoir.